C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, auditeurs de IFM et internautes. Merci de nous suivre. C'est votre rendez-vous citoyen. Un rendez-vous où tous les citoyens s'expriment librement sur des sujets pour l'émergence du pays. Pour nos auditeurs, je suis Milamom Firmine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur la participation des femmes dans le processus du maintien de la paix au Tchad. Quels enjeux et perspectives? Piliers de la famille, de l'économie, éducatrices par excellence, les femmes jouent donc un rôle non négligeable dans la méditation, la sensibilisation et surtout la mobilisation. En effet, comment les femmes tchadiennes participent-elles aujourd'hui dans le processus de maintien de la paix? Quels sont donc les défis et comment impliquer davantage les femmes pour le maintien de la paix au Tchad? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Madame Gabdibe Gag-Inone, qui est donc éducatrice spécialisée en sciences de l'éducation et de technologie. Elle est aussi par ailleurs présidente de l'association Action pour l'éducation et la promotion de la femme. Bonjour Madame. Bonjour. C'est un plaisir de vous... Oui, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Plaisir partagé. Installez-vous confortablement. Merci. Merci. Et nous avons aussi Madame Lucienne Aslo, qui est donc leader religieuse. Bonjour maman. Bonjour Afé. Merci aussi d'être sur le plateau. Et nous avons aussi... Parler un peu du rôle de la femme tchadienne dans le processus de la paix au Tchad. Je crois que pour le dire très brièvement, le rôle de la femme dans le processus officiel est quand même marginal. Et souvent, elle est consultée tardivement ou elle est représentée d'une manière symbolique, alors que la femme est une actrice de la paix au quotidien d'ailleurs. Voilà, et donc on ne peut pas mettre en marge la moitié de la population dans le processus de la paix. C'est pas parce que les femmes occupent 52% de la population et je crois qu'elles ont quand même le droit d'y participer et en plus elles ont les moyens, les qualités pour le faire. Alors madame, pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas impliquées plus dans le processus de résolution de conflits? Pourquoi elles ne sont pas impliquées? Bon, cela est dû aussi à la configuration de notre société aussi. Notre société, nous avons, on parle des normes lourdes, patriarcales qui pèsent, parce qu'on croit que tout ce qu'il y a comme processus de paix, c'est une affaire d'hommes et que les femmes ne sont pas concernées. Et donc c'est ça qui fait aussi, et non seulement ça, il y a aussi une volonté politique qui est un peu absente pour reconnaître le rôle que la femme peut jouer dans le processus de la paix. Alors, Madame Lucienne, que pensez-vous maintenant du rôle de la femme dans le processus du maintien de la paix au Tchad? Bonjour à mes sœurs. Bonjour. Je suis Madame Aslo, née à la Rassoum, Baïbardoum, évangéliste à l'église évangélique missionnaire au Tchad. Je travaille beaucoup plus avec les enfants et les femmes. Et parlant du rôle de la femme joue un grand rôle dans le processus de la paix au Tchad. Et revenant à mon identité de chrétienne, la femme chrétienne contribue à travers la prière, à travers l'éducation des enfants et dans la recherche de la cohabitation, la bonne cohabitation. Et c'est dans ce sens que nous voyons vraiment la femme tchadienne et chrétienne contribuer à la paix. Et nous parlons d'un processus, c'est quelque chose qui prend des pas. De manière progressive. Oui, c'est pas d'un coup. Donc, par sa prière, par l'éducation, par les conseils, la femme chrétienne tchadienne contribue
à la paix ou au maintien de la paix au Tchad. Mais quels sont les obstacles qui freinent l'implication des femmes dans les instances décisionnelles, par exemple? Comme venait de dire ma sœur, le poids de la culture est là. Et au niveau de l'Église également, parfois certaines personnes prennent certains textes bibliques hors de contexte et disent que la femme n'a droit à aucune parole. Et cela vraiment freine le travail que la femme peut faire pour l'avancement de ce processus de paix. Quelles sont les contributions que les femmes peuvent apporter dans le maintien de la paix au Tchad, par exemple? Comme je venais de le dire, les femmes peuvent vraiment contribuer en priant et en éduquant les enfants. Mais il faut aussi que l'instance décisionnelle, dans l'instance décisionnelle, la femme soit impliquée pour qu'elle puisse donner son mot. Parce que si elle donne son mot par derrière, peut-être ça ne donne pas grand-chose. Mais ce qui est vrai et sûr, si chaque femme chrétienne en plus revient et travaille son homme intérieur et travaille d'abord au niveau de son cadre social et peut bien influencer ce processus. Alors, mademoiselle Roseline, comment est-ce que les femmes peuvent contribuer au processus du maintien de la paix au Tchad? D'abord, le processus du maintien de la paix au Tchad est un sujet très important de nos jours, puisque moi, personnellement, je vois que la femme, son rôle, son implication dans le processus de la paix est très indispensable. Mais ce que nous voyons actuellement ici, les citoyens sont vraiment occupés dans les affaires politiques que dans les affaires pour mener une paix durable dans ce pays. D'abord, le quotidien de la femme, c'est d'assurer une paix dans la société. Dans une famille, la femme joue un rôle très indispensable. Supposons, sur tous les plans, c'est la femme qui fait tout. Et la femme est mieux écoutée dans le monde entier, et par Dieu particulièrement. Donc l'implication de ces femmes dans le processus de la paix est très très important. Est très important, pourquoi? Dans les zones rurales, nous devons cibler maintenant les zones rurales, puisque surtout en cette saison pluvieuse, le problème commence d'abord dans les zones rurales pour atteindre dans les villes. Maintenant, les femmes, supposons ceux qui sont en ville ici, il y a des associations qui prônent la paix de nos jours. Et cibler ces associations-là, mener des actions concrètes pour avoir la paix stable dans ce pays. Et cibler quelques ONG qui peuvent bel et bien aider ces femmes-là dans le processus de leur implication en tant qu'actrices de la paix. Ça serait encore très indispensable à mon avis. Alors, Madame Gabdibé, je me retourne vers vous en tant qu'éducatrice. Est-ce que le manque d'éducation de base lié à la tolérance, lié au pardon, est-ce que cela ne constitue-t-il pas une source de conflit? Oui, absolument. L'éducation joue un rôle très, très important dans le processus du maintien de la paix. Parce que si nous sommes mal éduqués, et si parfois l'éducation est un peu, ça veut dire éduquer un garçon, éduquer une fille, il faut savoir le faire et les mettre au même pied d'égalité. Mais quand on écrase les filles et puis on permet aux garçons de faire ce qu'ils... c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent, ça aussi, ça crée des problèmes. Mais pour revenir à votre question, l'éducation joue justement un rôle très important dans le maintien de la paix,
Parce que c'est à travers l'éducation que nous pouvons enseigner les vertus de la tolérance, les vertus de l'acceptation de l'autre. Et si nous ne sommes pas capables de le faire, ça veut dire qu'étant adulte, ça va être difficile. Donc ça peut se faire déjà à travers le civisme, par exemple. Oui. Donc déjà, il faut que les enfants soient éduqués, des enfants qui sont des adultes de demain, soient déjà éduqués à être ouverts aux autres. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des... Pour reprendre ce que les autres ont dit, s'il faut aller sur le terrain religieux, nous sommes tous créés par Dieu. Il n'y a pas quelqu'un supérieur à l'autre. Donc il n'y a pas de raison de croire que telle personne ne peut pas avoir la liberté ou n'a pas droit à certaines opportunités. Donc ça crée certaines frustrations et c'est aussi, ça occasionne aussi des conflits. Et donc c'est à travers l'éducation, c'est-à-dire que les autorités doivent miser sur cela. Pour une paix durable, il faut investir déjà, il faut déjà préparer les jeunes à la culture de la tolérance, à la culture d'acceptation de l'autre. Parce que si on ne le fait pas maintenant, ça va être compliqué après. Et deuxièmement, je disais tout à l'heure que la femme joue un rôle important dans le maintien de la paix. Et ce maintien de la paix, ce n'est pas seulement par rapport aux grands conflits, ça commence déjà dans la famille. Justement. Voilà, donc l'éducation, c'est d'abord la femme. Et donc, il faut que la femme soit outillée. Et outillée, ça veut dire que cette fille-là doit être éduquée aussi pour qu'elle puisse transmettre cette éducation à ses enfants et les préparer à pouvoir accepter le vivre ensemble. Voilà, c'est ça, c'est important. Madame Lucienne, nous parlons de l'éducation de base des enfants et surtout comme les femmes sont des éducatrices par excellence et c'est elles qui passent la majorité de temps avec les enfants. Est-ce que le manque d'éducation lié à la tolérance, lié au pardon, est-ce que cela n'est-il pas une source de conflit? Merci. Je pense que c'est le manque d'éducation de base cause vraiment un problème. Et ce sont les femmes qui ont les premières occasions d'accorder une bonne éducation aux enfants. Parfois, les femmes manquent souvent d'assumer ce rôle-là. Et elles passent plus de temps à vouloir batailler. L'encouragement, c'est de ne pas regarder à ce que les gens disent, mais la femme doit prendre le temps à genoux devant le Seigneur et éduquer vraiment les enfants à avoir des valeurs qui peuvent aider à soutenir cette paix-là. Nous ne devons pas lâcher. Nous pouvons prendre l'exemple d'Abigail. Si Abigail a pu sauver sa famille, c'est parce qu'elle a eu un bon comportement, une bonne éducation, a donné une bonne éducation à ses enfants et les enfants ont pu informer Abigail ce qui devait se passer à la famille et Abigail s'est levée. Donc la femme doit prier, elle doit enseigner des bonnes valeurs aux enfants, doit les soutenir avec des conseils pour que la paix puisse être maintenue au Tchad comme on le souhaite. Alors, il y a des femmes, mais pour un petit malentendu entre les enfants, il y a certaines mères qui sont prêtes à attacher leur pain et puis à sortir, dire que non, pourquoi, au lieu de pardonner, elles-mêmes, elles se mettent au devant pour créer des conflits. Est-ce que c'est une bonne manière en faisant cela? Ça c'est pas une très bonne manière. Les enfants, parfois, en jouant entre eux, ils peuvent se faire des problèmes. Mais quand la mère se met au devant, attache le pain contre l'autre maman, ça fait partie des choses qui détruisent ce processus de paix. Si au niveau de la famille, la paix règne et que chaque famille maintient cette paix en relation avec le voisinage, cette paix peut monter
Parce que la paix ne peut pas nous venir vraiment des politiciens d'en haut. Il faut que ça prenne la racine dans les familles et cela peut porter de grands fruits pour notre pays. Mademoiselle, quelque chose à ajouter par rapport à l'éducation de base liée au manque de tolérance, au manque de pardon, les femmes qui incitent leurs enfants à créer des conflits avec les autres, quelquefois elles se mettent au devant pour livrer aussi des bagarres. Effectivement, toutes ces choses-là s'observent aujourd'hui dans nos familles, que ce soit ailleurs. D'abord, quand tu sais que tu es une mère, ton rôle, c'est de donner une bonne éducation à ton enfant. L'enfant étant dans ton sang, c'est ton enfant, mais quand tu l'as déjà accouché, c'est pour la société. Donc, la société devrait également éduquer l'enfant avec toi. Tu ne peux pas dire que voilà, c'est mon enfant, donc tu n'as pas droit à porter correction à mon enfant. Non, ça ne doit pas se faire. Quand l'enfant commet des bêtises, l'autre peut bel et bien porter correction à cet enfant pour le régler, le mettre dans le droit chemin. Parce que quand on parle de la société, ton enfant fait partie de la société. Quand il commet des bêtises, ces mêmes bêtises-là vont le conduire dans la société et puis il va contaminer tous les autres. Et là, ça entrave quelque chose dans la société. Tous ces problèmes-là viennent d'abord dans la société. Et quand ton enfant est mal éduqué, là, ça détruit la société et c'est pas bien. Toi, la mère, là, tu ne devais même pas faire certaines choses. D'abord, tu dois parler à ton enfant le matin. Quels sont les interdits, quels sont les permis dans la société? Telle chose, tu ne devais pas faire. Telle chose, tu peux le faire. Tu peux causer bel et bien avec ton enfant à respecter certaines personnes. Maintenant, il y a certaines cultures qui interdisent même des enfants quand les grandes personnes sont réunies. Tu ne vas pas voir un enfant à côté d'eux. Ça, c'est vrai. Mais il y a certaines cultures que voilà, quand les grandes personnes sont réunies, les enfants sont autour. Et là, quand l'autre essaie de causer avec la mère que voilà, est-ce que vous pouvez parler à vos enfants parce que là, ils nous perturbent. Non, c'est mon enfant. Mon enfant devait rester à côté de moi. Ça, c'est le comportement à bannir dans la société. L'enfant a sa place. L'enfant a des interdits, a des permis dans la société. Tu ne peux pas autoriser toutes les choses à ton enfant que voilà, sous prétexte que c'est mon enfant et il a droit à faire n'importe quoi. Non, ça ne doit pas se faire ainsi. Le manque de tolérance et de pardon peut conduire également à une source de conflit plus tard dans l'avenir et c'est quelque chose qu'il faut bannir. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, c'est votre rendez-vous citoyen et nous sommes en train de parler de la participation de la femme dans le processus de maintien de la paix. Madame Gabdibé, que faut-il faire pour renforcer la participation de la femme dans le maintien de la paix? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Déjà, elles le font, pas mal le font, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer encore davantage? Je crois que je vais rebondir sur ce que ma petite sœur vient de dire là. Nous avions déjà une bonne pratique dans l'éducation des enfants, comme elle a si bien expliqué. Un enfant qui est né, bébé encore attaché à la maman, mais après, l'enfant est livré, je dis livré, l'enfant peut être éduqué par la société maintenant, par la communauté, et quand l'enfant se comporte mal, n'importe qui peut corriger cet enfant-là. Et on n'a pas besoin de rougir, quoi, parce que la personne ne le fait pas pour faire du mal à la personne, mais c'est pour amener, voilà, parce que, et ça, malheureusement, nous sommes en train de perdre ces bonnes pratiques-là, ces valeurs-là, nous sommes en train de les perdre, malheureusement. Et pour revenir à votre question, c'est encore l'éducation. Il faut éduquer, c'est très important. Parce que c'est l'éducation qui est la base de tout. C'est l'éducation qui peut désarmer certaines pratiques. Parce que nous avons des enfants qui arrivent, par exemple, quand je dis éducation, ça peut être dans la famille, l'école aussi participe à l'éducation. Parce que j'ai parlé tout à l'heure du civisme.
L'école, c'est un lieu de brassage. Donc les enfants viennent des milieux différents. Et le fait qu'ils soient ensemble, ils sont obligés d'adopter inconsciemment certaines règles pour pouvoir vivre avec l'autre. Mais il se trouve quelquefois que certains enfants qui arrivent à l'école, parfois à la maison, les parents vont dire à telle communauté-là, il ne faut pas collaborer avec eux, ou bien il ne faut pas collaborer avec tel. Vous voyez, donc on désoriente déjà les enfants et ça crée un désordre. Donc le travail qu'il y a à faire, il y a le travail d'éducation, mais aussi il faut faire un travail de sensibilisation. Il y a des associations qui travaillent déjà dans ce domaine-là de maintien de la paix. Donc il faut soutenir ces Alors ces justement, parlant des associations, est-ce que vous pouvez également nous parler brièvement de votre association et des actions que vous menez pour le maintien de la paix au Tchad? Oui, notre association est dénommée Action pour l'éducation et la promotion de la femme, AEPF. Et nous travaillons pour promouvoir justement l'éducation. Donc l'éducation à la citoyenneté, l'éducation aussi au leadership. Parce qu'il faut être capable de conduire. Et la femme joue un rôle important dans ce domaine-là parce que nous avons ciblé beaucoup plus les femmes, mais en réalité, c'est tout le monde. Parce que quand on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Voilà. Mais éduquer un homme, c'est comme si on a éduqué un individu. Peut-être c'est un peu exagéré, mais bon, il ne faut pas négliger, les hommes aussi participent à l'éducation des enfants. Ouais. Mais la femme joue un rôle très très important dans l'éducation de la femme. Donc nous travaillons dans ce domaine-là, l'éducation, la promotion de l'éducation, la promotion du leadership, la promotion de la citoyenneté et l'utilisation du numérique, l'utilisation des réseaux sociaux, etc. Et donc nous travaillons à cela aussi parce que parfois les sources de conflits viennent aussi là. Parce qu'il y a beaucoup de partage des informations qui sont pas vraies, mais qui sont relayées et ça pousse certaines communautés à se soulever contre d'autres aussi. Donc nous travaillons aussi dans l'éducation à l'utilisation citoyenne de l'Internet. En faisant cela, nous participons déjà au maintien de la paix. Le maintien de la paix, ce n'est pas seulement aller dans les dialogues pour régler des conflits au niveau national. Ça commence déjà à l'échelle familiale, à l'échelle communautaire et à l'échelle nationale ou même internationale. Donc voilà un peu. Nous travaillons aussi parce que pour nous, la femme occupe 52% de la population et donc on ne peut pas marginaliser cette masse de la population. Et pour cela, il faut que cette population soit outillée. Ça veut dire que la population féminine, les femmes doivent être éduquées, les enfants, les filles, les femmes doivent être éduquées. Les femmes doivent apprendre à utiliser les réseaux sociaux qu'on ne peut plus, on peut plus s'en passer parce que ça s'impose. Et l'utilisation des réseaux sociaux est transversale en fait. Donc ça veut dire que dans tous les domaines, nous utilisons les réseaux sociaux et les femmes doivent avoir des compétences dans ce domaine-là. Et nous avons, dans notre organisation aussi, nous travaillons pour que les filles soient nombreuses aussi dans le domaine des sciences, des technologies, mathématiques, ingénierie, etc. Donc c'est tout cela qui peut faire qu'on peut avoir une société prospère si tout le monde a la possibilité de bénéficier des compétences, de bénéficier des formations et de participer au développement du pays. Alors nous allons revenir plus tard pour parler des participations, pour parler aussi de la formation, nous allons revenir. Mais là, je m'adresse maintenant à Maman Lucienne, qui est aussi leader religieuse. Alors Maman Lucienne, comment est-ce que vous faites pour pouvoir, vous avez parlé tout à l'heure du rôle que vous faites dans l'Église, dans la mobilisation, dans la sensibilisation des femmes. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour contribuer au maintien de la paix? Merci pour contribuer concrètement au maintien de la paix. Comme je l'avais dit, nous insistons vraiment sur la prière. Et au niveau de l'éducation des enfants également, nous insistons là. Si nous obéissons à ce que la Bible nous dit, nous pouvons apporter
un grand soutien à ce processus. La Bible nous dit « Instruis l'enfant à la sortie de sa vie. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, dès que l'enfant naît, on doit lui apporter l'éducation allant dans ce sens-là. Et parfois même dans le ventre, on peut parler à l'enfant, on peut prier, on chante. Et l'enfant peut acquérir un certain sens de paix, même étant dans le ventre. Mais très souvent, nous voyons que la télévision éduque plus nos enfants que nous-mêmes. Et la télévision, quand nous laissons les enfants sans tri, l'enfant ne sera pas capable de capter ce qui est bien pour l'aider. Parfois nous laissons les enfants regarder les films où on est en train de bagarrer, de tuer, tout ça. On inculque ces idées-là aux enfants dès l'enfance et ils ne peuvent pas se dérober à ce qui se passe. Et pour revenir à ce que ma fille disait, quand l'enfant naît, elle doit recevoir l'éducation de toute la société. On peut mettre un bémol à cela parce que la société, comme nous la voyons aujourd'hui, nous ne savons pas dans quel sens nous sommes en train de partir. Donc même si le voisin peut éduquer mon enfant, je dois me rassurer de ce que moi je donne. Et j'insiste sur ce que la Bible me dit pour que je puisse aider mon enfant à aller. Et parlant de la contribution de la femme, dans notre communauté particulièrement, nos responsables, notre pasteur, donnent vraiment la latitude à la femme de travailler. La femme n'est pas comprimée, elle peut travailler, mais quand on donne l'attitude à la femme et que la femme ne se forme pas, qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc, nous encourageons aussi les femmes à se former dans le sens de l'éducation des enfants, de la direction, diriger les enfants, diriger son foyer et diriger les autres femmes. C'est dans ce sens que nous pensons contribuer au maintien de la paix. Alors, est-ce que l'autonomisation de la femme peut aussi contribuer à la stabilité? Oui, ça c'est vraiment très important. Quand la femme est incapable de soutenir valablement son conjoint, subvenir aux besoins de sa famille, ça devient très difficile. Être tout le temps en train de tendre les mains, parfois ça peut corrompre notre bonne manière, parce que la personne qui nous donne a aussi sa ligne de conduite et il peut facilement nous dérouter. Donc nous avons vraiment besoin d'avoir l'autonomie. Cette autonomie n'est pas seulement financière, parce que très souvent quand on parle de l'autonomie, c'est l'autonomie financière que nous regardons, mais nous devons être autonomes dans le sens où nous connaissons ce que nous voulons, nous pouvons décider de ce qui est bien pour notre société. Lire la Bible, comprendre, obéir à ce que Dieu nous dit, et de ce côté aussi, nous pouvons affirmer notre autonomie. Mademoiselle, Oui. comment est-ce que les femmes peuvent renforcer ou soit aider les autres également à maintenir la paix, parce que de nos jours, il y a les réseaux sociaux, il y a l'éducation également parallèle, j'allais dire. Il y a des femmes qui incitent aussi à la violence. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour pouvoir renforcer la participation des femmes dans le maintien de la paix? Toutes ces choses-là demandent une rééducation et nous devons à tout prix cibler les organisations comme l'ONU qui fait un travail remarquable, l'UNESCO et puis la Croix-Bleue. D'abord, la Croix-Bleue a mené plusieurs actions dans l'éducation, que ce soit
dans le maintien de la paix. Nous devons cibler ces 3 organisations-là, à mon avis, et puis intégrer dans les associations, que ce soit dans les zones rurales ou bien urbaines. Ces organisations-là peuvent bel et bien nous aider à maintenir une paix durable. Alors, Madame Gabdibé, dans votre association, comment est-ce que vous faites par rapport à la formation, comment est-ce que vous vous organisez? Bon, nous avons plusieurs axes de formation. Comme je parlais, il y a l'éducation. Et dans l'éducation, il y a la formation à la citoyenneté. Là, c'est un peu comme le civisme. Ça veut dire, comme Madame l'a souligné, c'est-à-dire on apprend aux filles. Et parfois, on a des formations mixtes aussi, garçons et filles. Okay. Que elles peuvent aussi apporter leur pierre à contribution dans la société. Et nous avons la formation dans le domaine numérique. Dans le domaine numérique, c'est former les citoyens du 21e siècle. Et nous voudrions faire en sorte que le fait d'avoir accès à l'Internet, d'utiliser les réseaux sociaux, les enfants doivent continuer à rester quand même des enfants tchadiens et des enfants africains. Ouais. Mais malheureusement, je crois que ce phénomène a fait que les parents sont déboussolés parce que les parents n'arrivent plus à conduire les enfants, c'est-à-dire à pouvoir suivre les enfants parce que les enfants sont sur les réseaux sociaux et beaucoup de parents n'ont pas de compétences pour pouvoir suivre ce que les enfants font. Dans les pays développés, ça commence les parents arrivent à contrôler ce que les enfants font parce qu'il y a possibilité de contrôler le téléphone de l'enfant. Mais est-ce que les parents eux-mêmes, là, quelquefois, ne sont pas aussi impliqués? Parce que les parents eux-mêmes sont aussi souvent ceux-là qui utilisent aussi et laissent la latitude maintenant par manque de suivi. Oui. Et les enfants, ignorant les conséquences maintenant de ces réseaux, se lancent également dans cette pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant dans ce cas de figure? Je crois qu'il faut finalement éduquer tout le monde. Et les parents doivent être éduqués aussi, surtout dans ce domaine-là, parce que ça ne va pas. Et vous voyez que des enfants sur les réseaux sociaux, un jeune peut manquer de respect à un adulte, à une personne âgée ou même à des autorités. Quelque chose qu'un enfant, c'est-à-dire dans la vie, dans nos coutumes, ça ne devrait pas se faire. Un enfant peut tutoyer un adulte ou une autorité et même l'insulter et ça passe. Donc là, je crois qu'il y a un travail à faire dans ce domaine-là, l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Et si les parents pouvaient contrôler cela, ils peuvent interpeller ces enfants-là pour dire mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Mais les parents ne peuvent pas, ils n'ont même pas les moyens. L'Internet nous est tombé sur la tête, on ne s'est même pas préparé pour... voilà. Et là, ça commence à créer beaucoup de dérives et même... c'est même source de conflits. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les enfants utilisent l'Internet. Mais je crois qu'il faut essayer de cadrer l'utilisation de l'Internet. Et comme je disais, les parents ont des difficultés. Et même à l'école aussi, ce n'est pas tous les enseignants qui sont capables aussi de pouvoir suivre tout ça. Et quelquefois, on empêche l'utilisation du téléphone alors que ça pouvait être... On pouvait permettre l'utilisation du téléphone, mais d'une manière cadrée, téléphone ou tablette ou ordinateur, mais il y a possibilité de le faire. Et je crois qu'il y a un travail à faire dans ce sens-là, dans la formation des enseignants, pour pouvoir encadrer les enfants, leur apprendre comment aussi se protéger. Parce qu'il y a beaucoup de désordres sur Internet, mais ça ne veut pas dire, j'insiste toujours, il ne faut pas empêcher les enfants d'utiliser l'Internet, mais il faut les encadrer. Mais si on ne peut pas le faire, peut-être il faut former les enseignants pour qu'ils puissent faire ça. Former les papas, les parents. Oui, les sensibiliser, mais les parents, les enseignants doivent être formés dans l'utilisation de ces
de l'Internet, des réseaux sociaux, pour pouvoir encadrer les élèves, parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est encore un autre désordre. Et là, et malheureusement, nous n'avons pas de garde-fou, et ça, c'est très, très dangereux à l'avenir, et ça peut être source de conflits aussi, parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, quand les gens commencent à s'attaquer à une ethnie ou à un village, ou à une communauté, ça crée déjà des divisions. Voilà, ça crée des divisions, et quelquefois, on laisse faire, et ça prend de l'ampleur. Justement, ça nourrit une haine et qui plus tard devient maintenant une source de conflit. Donc, notre travail aussi consiste à former les femmes aussi, les femmes surtout, parce que on parle de violences basées sur le genre ou le harcèlement. Ça commence virtuellement et ça se termine sur le terrain aussi. Donc, quelquefois, les adolescentes sont abandonnées à elles-mêmes, elles utilisent le téléphone, elles sont en contact avec n'importe qui. Et quelquefois, ces personnes peuvent les entraîner quelque part et ça peut créer un autre désordre. Et donc, il y a un travail à faire et nous, on forme pour que les enfants soient capables de s'auto-défendre, de s'auto-protéger aussi. Et ça, on parle de la protection en ligne. Nous donnons aussi des formations dans le domaine des sciences, technologies, mathématiques, ingénierie, parce qu'on parle STEM. C'est ça, désormais, on le dit comme ça, c'est en vogue maintenant, STEM. On a constaté qu'il n'y a pas assez de femmes dans le domaine des sciences. Et là, on commence à se poser des questions, mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas assez de femmes? Pourquoi les femmes ont peur d'aller dans le domaine des sciences, dans le domaine des technologies? Pourquoi? Parce qu'on sait que les femmes ont des capacités. Il y a beaucoup de femmes ailleurs qui ont les GPS que nous utilisons. Ça a été créé par une femme et aux États-Unis, cette femme existe, elle est encore vivante et c'est utilisé partout aux États-Unis et ailleurs. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le domaine des sciences et qui réussissent bien, mais on a l'impression que chez nous, je crois que vous avez vu le résultat du bac récemment, et le pourcentage des filles dans le domaine des sciences, ça ne va pas carrément, et on s'est demandé qu'est-ce qui ne va pas, quoi. Donc on a essayé de mener des réflexions, on se rend compte que l'enseignement aussi, c'est-à-dire quand on mystifie la matière, ça fait que on va te dire. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour inciter les jeunes filles maintenant à s'impliquer aussi dans les sciences? Qu'est-ce qu'il faut exactement faire? Parce que quelquefois, moi, je me dis, mais déjà à la maison, pendant l'éducation des bases, quelquefois, on met une limite. On dit non. Il y a certains domaines qui sont réservés exclusivement aux hommes et d'autres domaines aux femmes. Et dès le bas âge, quand on inculque déjà ces valeurs-là aux enfants, à la longue également, les enfants, je dirais, surtout filles, se sentent un peu limités. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour pouvoir amener les filles à s'intéresser aussi à d'autres domaines? Donc, dans ce cas-là, il y a un travail à deux niveaux à faire. Au niveau des parents, comme vous l'avez dit, par exemple, une fille, elle a eu son bac scientifique, bac D ou bac C, elle dit je vais faire la médecine. On ne va pas dire c'est trop long ou sa maman. Ils vont dire que c'est trop long pour elle parce qu'ils s'attendent qu'elle se marie. Qu'elle se marie justement. Voilà. Le problème donc également. Pour eux, le fait de faire la médecine, ça va durer 7 ans, peut-être plus. Et donc c'est trop long. Et donc, il y a un travail à faire. Si les femmes ne peuvent pas aller en médecine, alors qu'il y a des hommes qui ne veulent pas que leur femme soit... comment dire, si par exemple la femme doit accoucher ou elle a des problèmes gynécologiques, il veut que ce soit une femme qui soigne. Mais si tu ne veux pas que les filles étudient, mais qui va s'occuper de ta femme? C'est un homme qui va s'en occuper. Et donc, je crois qu'il faut sensibiliser les parents. Et maintenant, au niveau de l'école, il faut former les enseignants. Il faut former les enseignants parce qu'il faut démystifier aussi l'enseignement des sciences. Ça veut dire qu'il ne faut pas... Parce que même ce n'est pas seulement les filles, hein, les garçons aussi, il y a des garçons qui ont peur aussi de la science parce qu'on leur dit « Ah, tu ne peux pas le faire, ce n'est pas fait pour toi. » Les maths, ce n'est pas fait pour toi, parce que non, il n'y a rien de compliqué, parce que c'est l'enseignant. Si l'enseignant dit que ce n'est pas fait, ça veut dire que là, il a raté même déjà. Il n'est pas à la hauteur. Un enseignant qui va dire, tu ne peux pas faire ça, ça veut dire que lui-même,
il n'est pas à la hauteur. Et donc, il faut que l'enseignement des sciences, on doit revoir ça, l'enseignement des sciences. Et même les manuels scolaires, souvent vous allez voir que les gens commencent à... Et on va montrer les femmes en train de puiser de l'eau, ou alors si c'est des jouets, vous allez voir les enfants, les garçons sont en train de jouer avec des voitures et autres. Et la fille, elle est avec une poupée. Donc là, on est en train de... montrer que la femme a sa place dans le foyer, c'est pas à l'école. C'est pour dire que plus tard, elle va devenir mère, elle va s'occuper également des enfants. C'est tout simplement une manière. Que pensez-vous de cela, Madame Lucienne? C'est ça. On pense que la femme, son rôle, c'est dans le foyer. Et donc, dès le bas âge, il faut lui donner les poupées, il faut acheter les jouets où il y a les casseroles, les cuillères, les ustensiles de cuisine. Et ainsi, l'enfant va être bien formé pour assumer son rôle de femme. Et comme ma soeur venait de le dire, on veut que, étant grande, la femme assume un certain rôle. Ou que, par exemple, dans le cadre de l'accouchement ou de la gynécologie dont elle vient de parler, on pense que ce n'est que la femme qui doit toucher, mais à la base, on ne forme pas la femme à cela. C'est véritablement c'est dommage, c'est un problème justement. Alors il faut mettre l'accent sur l'éducation de base et laisser aussi l'opportunité et à la chance aux filles surtout de choisir également certains domaines. Elles peuvent aussi faire ce que les hommes font, elles peuvent aussi le faire. Et dans notre cadre, c'est plus difficile encore. Au niveau de la théologie, c'est rare de voir les femmes suivre cette formation. Parfois, c'est les femmes qui hésitent à cause du poids de la culture. Parfois, c'est les hommes qui mettent les barrières pour que les femmes entrent dans les facultés de théologie pour se former. Et ça fait que si on regarde le taux, c'est vraiment très minime. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour pouvoir changer un peu la tendance? Qu'est-ce qu'il faut faire pour impliquer davantage les femmes? Et il faut que à ce niveau, il faut que ceux qui ont le pouvoir décisionnel, qui reviennent, qui voient la réalité en face. On ne peut pas dire que la femme ne doit pas se former dans ce domaine, alors que la réalité est là. On veut que la femme assume bien son rôle de femme au foyer, dans la crainte de Dieu. On veut que la femme aide dans le règlement des conflits et autres, mais on ne veut pas donner l'occasion aux femmes de se former de ce côté. Et même parfois, c'est les femmes elles-mêmes qui n'arrivent pas ou ne veulent pas ou ont peur de se former de ce côté. Et donc, cela rend la situation plus complexe. Donc, il faut que les pasteurs qui ont cette possibilité de décider d'ouvrir les portes aux femmes pour qu'elles aillent se former en théologie, là, changent leur position. Et il faut aussi que les femmes elles-mêmes acceptent d'aller. Parce que tant qu'elles ne sont pas formées, elles ne pourront jamais être dans des cadres de décision. Elles ne peuvent pas. Alors, chers téléspectateurs, nous amorçons tout doucement. À la fin du temps qui nous a été imparti, je vais faire un dernier petit tour de la table. Je commence donc par mademoiselle. Oui. Très rapidement, je voulais revenir sur un phénomène qui se passe dans nos ménages. Dans certains ménages, la vaisselle, c'est la fille. Les travaux ménagers. Oui. Voilà. La vaisselle, c'est la fille. Lessive, c'est la fille. Cuisine, c'est la fille. Pourtant, le garçon est là. Le garçon peut faire la vaisselle, tout comme faire la lessive et puis puiser de l'eau. Mais pourquoi on encourage toujours ce genre de comportement? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut à ce que nous, en tant que femmes, on change de mentalité. On envoie la fille. Il faut qu'on envoie aussi le garçon. Donc, il faut que les travaux là soient vraiment équilibrés. Merci beaucoup. Ça serait votre mot de fin. Les hommes, tout comme les femmes, les doivent faire les mêmes travaux, sinon être complémentaires. Je reviens maintenant à vous, Madame Lucienne.
Quel serait votre message? Mon mot de fin, j'encourage aux femmes de se lever pour se former et assumer leur responsabilité de bâtisseuse de paix pour que notre pays puisse avoir ou tendre vers la paix dont nous cherchons. Mais si nous croisons les bras, nous ne pouvons pas. Formons-nous, mettons-nous à genoux et le Seigneur fera le reste. Merci. Merci beaucoup, Madame Lucienne Aslo. Madame Gabdibé, récemment vous avez aussi été nommée, vous avez reçu le prix Nobel de la paix. Non, c'était pas vous. Ok, désolé. Alors, quel serait donc votre message à l'endroit des femmes et des hommes qui nous suivent par rapport à la vision durable de la paix au Tchad? Ce que je voudrais dire aux femmes, c'est nous sommes 52% et les femmes doivent montrer leur capacité dans le processus de maintien de la paix. Parce qu'elles en sont capables. Et il faut qu'elles osent prendre la parole, qu'elles acceptent d'occuper l'espace et qu'elles puissent tendre la main aussi pour participer à ce processus de maintien de la paix. Parce que c'est ensemble que nous pouvons résoudre nos problèmes. On ne peut pas le faire en marginalisant une grande partie de la population. Ça ne peut pas se faire. Et je crois que si on prend un homme individuellement, souvent les hommes, ils ont beaucoup de respect pour leur maman. Oui. Quand un homme commence à manquer de respect à une femme, il faut parler de sa maman, il va se calmer. Parce que c'est important. Ils ne blaguent pas avec leur maman, mais ils croient que leur maman est différente des autres. Mais c'est aussi une femme comme les autres. Donc si tu respectes ta femme, respecte aussi les autres femmes. Si tu respectes ta maman, et aussi de respect pour les autres femmes aussi. Et surtout ta femme aussi. Oui. Ça serait votre mot de fin. Merci beaucoup. Merci. Investir sur les femmes, c'est investir dans la stabilité et la paix durable. Les femmes sont donc les piliers de la famille et aussi les piliers de l'économie. Vivement que les femmes s'assument et jouent également le rôle important dans la société. Merci beaucoup à Madame Lucienne Aslo. Merci beaucoup d'être sur le plateau. Merci aussi à Mademoiselle Roselyne Ndié-Courbois. Merci beaucoup à Madame Gabdibé Gabinone. Désolée pour la prononciation. Merci pour cette opportunité offerte pour échanger avec les autres, échanger avec les Tchadiens. Parce que la télé est écoutée par tous les Tchadiens et nous supposons que ce que nous avons apporté là ça peut toucher le cœur des gens et que ça peut apporter aussi, peut faire son effet, on espère. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, internautes et auditeurs. C'était votre rendez-vous citoyen axé sur la participation des femmes dans le processus de maintien de la paix. Pour nos auditeurs, je suis Mila Momfirmine. Au revoir.